Alors, juste une petite info, en 2008, c'était la première année dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait plus de gens qui habitaient dans les villes que dans les campagnes. C'est vraiment un moment, une bascule très importante dans notre histoire collective. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carlos Moreno, un compatriote franco-colombien d'Amérique latine qui, bien sûr, est en pointe aujourd'hui sur la recherche, la réflexion sur quelle sera cette ville de demain. Et donc, je voudrais que vous accueilliez avec moi Carlos Moreno. Merci. Merci, Eh bien, merci Diego, et merci pour cet accueil avec Huit des Mains, un magazine que je vous invite à lire, que j'aime beaucoup. Et merci à toutes et à tous pour être présents à cette talk. Et voilà, donc le temps est restreint, c'est un sujet sur lequel on peut parler des heures et des heures. Donc, pour aussi laisser la place aux questions, et je vais vous faire un overview, on va dire, de ma vision de ce qu'elle appelle la ville des mains, avec un horizon lointain, mais également on va essayer de garder les pieds sur terre pour faire des allers-retours entre aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Donc j'ai bien commencé souvent mes talks, en fait, ces jours-ci. J'ai bien commencé mes talks par cette photo que j'ai prise à Hyderabad, il n'y a pas longtemps, quand j'étais invité pour l'opening session de la conférence mondiale des grandes métropoles. Donc pratiquement un tiers de l'humanité est associé d'une association mondiale qui s'appelle Metropolis, donc les grandes métropoles mondiales. Et ça s'est passé à Hyderabad. Et je suis resté coincé 3/4 d'heure dans les lieux où j'ai pris la photo. Et j'ai trouvé que ça reflétait assez bien la problématique de la ville d'aujourd'hui, la ville des Démarres, puisque on observe effectivement cette espèce de publicité qui est en fait extrêmement profonde, hein, et qui enferme la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe demain et après-demain si on ne s'y prend pas autrement. C'est-à-dire que dans nos villes, que je considère sont un organisme vivant, l'obésité est un sérieux désordre métabolique, ce qui est marqué là. Et effectivement, nos villes, en tant que système complexe, sont soumises partout dans le monde, là où il y a la grande majorité de la population, donc en Asie et ensuite dans les continents de la Chine. Les villes vivent avec un désordre métabolique extrêmement sérieux qui pose des grands problèmes, et c'est marqué aussi, il faut le gérer avec une vision intégrative. Et c'est effectivement ça la problématique d'une ville aujourd'hui et de plus en plus demain. Avec toute cette problématique de la mobilité, des fortunes dans toutes les sauces, également la technologie, les pages Facebook, la révolution de la santé qui est marquée en haut, et la gouvernance avec le nouveau gouverneur de Telangana, un État qui a été créé uniquement pour accueillir la 6e ville donc, de l'Inde d'Hyderabad, puisqu'il y a une telle croissance de ville que la problématique de la gouvernance devient un problème majeur. Donc on a créé un État uniquement pour pouvoir accueillir la ville d'Hyderabad dans sa croissance. Donc moi je l'ai dit aussi, quand on parle des prospectives et quand on se projette donc, à 2050, j'ai eu à écrire un certain nombre d'articles, des prospectives là-dessus, il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui ou en 2050, la problématique des villes est avant tout une problématique des savoir vivre en collectivité, de partager un espace territorial ensemble. C'est un lieu de vie et en même temps, aujourd'hui et à tout moment, les villes, ce sont des espaces extrêmement fragiles. Il y a une très grande fragilité dans la vie de tous les jours. Je parcours le monde, effectivement, portant déjà ces messages qui changent totalement le point de vue. On est complètement décalé quand on accepte que la ville est un organisme vivant, qu'il se développe en permanence, qu'il est soumis à des sérieux désordres métaboliques, parce que sa croissance n'est toujours pas planifiée, elle est très difficile à planifier, et qu'en même temps, elle enferme une très grande fragilité à tout moment. À ce moment-là, on prend la réflexion concernant la problématique urbaine de tout à fait une autre nature. Et je l'ai dit en plus, quand on regarde cette projection qui nous ramène à 10 000 années en arrière, donc à la fin de la dernière glaciation, et que si on projette aujourd'hui au-delà de 2013 et les années à venir, donc vous voyez la courbe exponentielle ou un moins donc d'un siècle. Nous avons multiplié la population mondiale effectivement pour dépasser aujourd'hui les 7 milliards.
et avec une activité essentiellement urbaine. La mauvaise nouvelle, c'est la droite blanche à côté. On a dépassé, en mai 2013, la mesure des 400 particules par million de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire que pour la première fois depuis l'histoire des dinosaures et tout ce qui se suit, l'activité humaine cette fois-ci a généré une concentration de CO2 qui menace la survie de l'humanité de manière irrémédiable et si on ne fait rien d'ici les prochaines 50 années. C'est une réalité aujourd'hui devant nous. Nous avons en quelques mois la COP21 qui est une grande réunion d'État pour parler de tout ça, mais la réalité c'est qu'effectivement nous sommes aujourd'hui dans ces situations dans lesquelles cette activité humaine, cette génération de CO2 nous amène des problématiques qui, si elles ne sont pas prises en compte effectivement à l'horizon des 50 prochaines années, ça sera très difficile pour les générations futures. Diego le disait également, on a dépassé aujourd'hui les pourcentages des populations que plus urbanisées depuis donc maintenant 6 ans, mais aussi il faut intégrer que nous vivons un changement de paradigme démographique, économique, culturel et également sociopolitique. C'est-à-dire que nous basculons également dans un univers dans lequel il y a un poids urbain extrêmement fort, mais il y a un poids urbain extrêmement fort également dans un axe, je disais, est-sud, par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, l'ouest et le nord. Il faut juste se dire que la courbe de croissance des habitants de l'Union européenne, ça représente, si on revient 50 ans en arrière, on se projette aux 50 ans en avant, une petite courbe qui fait flop entre 500 et 600 millions d'euros d'habitants. 500 et 600 millions d'habitants. Par rapport à l'Inde du Nord, par exemple, elle représente à elle seule cette population-là, 500 millions d'habitants, 600 plus exactement. Donc, quand on regarde le cercle que nous voyons là, il y a plus du monde urbanisé qui habite à cet endroit-là que dans tous les restes de la planète. Et ça calme aussi un petit peu les choses avec notre vision occidentale, je dirais, de la vie du monde et par rapport à notre paradigme dans notre manière de voir les choses. On parle de 2050, mais déjà à l'horizon de 2030, 60% donc du produit interne brut, aujourd'hui, il est porté par 750 métropoles. Donc 60%, ça veut dire que l'activité économique, l'activité territoriale qui est gérée par les villes, aujourd'hui a déjà un poids extrêmement important. Il faut savoir que parfois, il est plus intéressant d'être maire d'une ville que ministre d'un État. Les PIB de la ville de New York est supérieur au PIB de la ville d'Australie, les PIB de Seattle est supérieur au PIB d'Israël, le PIB d'Israël lui-même, 51%, c'est une seule ville, c'est Tel Aviv, les PIB de Sao Paulo, c'est 25% de PIB de la 7e puissance mondiale. Voilà. Donc, je l'ai dit souvent dans mes conférences, le 19e siècle a été le siècle des empires et les guerres, malheureusement, l'attestent. Le 20e siècle a été le siècle des nations, donc les guerres l'attestent, c'est les guerres entre les nations. Le 21e siècle, c'est le siècle des villes. Aujourd'hui, il y a une recherche de compétitivité et d'attractivité à l'échelle des villes qui deviennent, elles, des métropoles. Quand le mot métropole a été forgé, ça représentait des concentrations humaines de 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, une métropole de 12 millions d'habitants, c'est une petite métropole, on est en train de parler de l'Île-de-France, face à des concentrations humaines dans lesquelles il y a 20, 30, 38 millions d'habitants dans une seule ville, dans une seule métropole. 10% de la population mondiale aujourd'hui habite dans 35 grandes métropoles mondiales. Ce qui change totalement, je dirais, la manière comme nous appréhendons la relation entre nous, l'espace et les territoires. Et à l'horizon 2050, bien sûr, cette tendance aujourd'hui, elle est irréversible. Quand nous transposons aujourd'hui la ville de Tokyo, par exemple dans le Royaume-Uni, la petite tache rouge, c'est les grands Londres, les grandes taches bleues, donc c'est les grands Tokyo. Donc faisons la projection à 2050, nous voyons aujourd'hui donc l'importance de comprendre les enjeux de survie qui sont devant nous. La concentration humaine dans les villes génère de l'activité et génère également du CO2 et génère également 3 problèmes principaux qui sont la mobilité, qui sont les lieux d'habitation et qui sont dans les pays qui ont des saisons également.
problématique de se chauffer. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, quand on se projette à l'horizon de 2050, je l'ai dit partout sur la planète, ici nous n'avons pas de problème d'eau, vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau, mais moi je rentre d'Abidjan où il était il y a quelques jours. Vous avez aujourd'hui des villes dans le monde dans lesquelles plus de la moitié d'une ville, c'est 1 ou 2 quartiers. Et dans ces 1 ou 2 quartiers dans lesquels plus de la moitié habitent dans ces villes, donc parfois 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, il y a un pourcentage de la population qui est en stress hydrique de manière extrêmement forte. La photo de gauche, c'est les lacs Aral qui a été asséché, la 4e surface donc d'eau douce au monde, elle n'existe plus. Et à droite, c'est une photo récente des principaux barrages hydriques à Sopolo, qui a été asséché par la sécheresse, par les changements climatiques, par les courants El Niño, qui cette année sera encore plus forte, et qui a généré des tensions très fortes entre Sopolo et Rio, parce que du coup, qui prenait l'eau? Est-ce que c'était Sopolo, est-ce que c'était Rio? Comment pomper plus en amont? Donc il y a eu des tensions très fortes entre les villes de Sopolo et les villes de Rio, rien que pour cette problématique de problème hydrique qui fait partie, je dirais, des conflits aujourd'hui les plus importants. Voilà. Donc, si on se projette aujourd'hui à 2050, moi je l'ai dit partout où je passe, les principaux problèmes aujourd'hui, par rapport à demain, c'est avoir des villes dans lesquelles on respire, des villes dans lesquelles on puisse vivre. Les villes, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de partage, et les grands défis en 2050, c'est qu'on puisse vivre, qu'on puisse respirer, et qu'on puisse donc vivre ensemble avec autrui. Et il s'avère que dans le monde entier, ce n'est pas uniquement en Chine, dans le monde entier, on a une problématique aujourd'hui de comment va être la qualité, rien que de l'air que nous respirons, d'ici 2050. Nous sommes en situation de stress également par rapport à la qualité de l'air. Ce n'est pas uniquement Paris au printemps, quand on voit des manières visibles, effectivement, pour la pollution, les transports sont gratuits, etc. etc. C'est un problème aujourd'hui qui traverse la planète entière. Et donc, c'est un défi majeur. Donc, je dis, partout où je passe, que la problématique aujourd'hui de la ville de 2050, ce n'est pas une problématique technologique. On va en parler de la technologie parce qu'elle offre aujourd'hui un potentiel énorme de transformation à l'horizon 2050, mais avant tout, c'est les usages et les services que nous pouvons délivrer face aux 5 défis qui nous attendent donc aujourd'hui et demain, qui est les défis sociaux, les défis culturels, les défis économiques, les défis écologiques et les défis de la résilience. Tant qu'on n'a pas compris que les villes sont fragiles, que nos ressources naturelles s'épuisent, qu'il faut consommer autrement, que la ville est avant tout un lieu de partage, que socialement, donc nous devons être en situation d'échanger, que les paradigmes économiques sont en train de changer, que nous vivons aujourd'hui un point de rupture entre le modèle économique capitaliste tel qu'on l'a connu, face à des nouveaux modèles économiques qui s'offrent devant nous, basés sur le partage et les économies collaboratives. Et la problématique de la résilience, qui reste pour moi les défis majeurs en 2050, puisque sans cultiver la résilience dans nos villes, eh ben, nous avons peu de chances effectivement de pouvoir survivre. Donc je dis qu'aujourd'hui, tant qu'au niveau de nos villes, on n'a pas pris conscience que c'est la combinaison de 3 éléments majeurs, réinventer la vie sociale, réinventer les infrastructures urbaines et utiliser la technologie comme levier, à ce moment-là, donc on reste, je dirais, dans nos certitudes d'aujourd'hui, face à des modèles donc, de vie qui ont changé et qui sont en train de changer. Je n'ai pas le temps pour vous passer quelques photos que j'aime bien, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'effraie? Ce qui m'effraie, c'est que quand j'avais en Chine, par exemple, quand je suis allé il y a 20 ans en Chine, 80% de la population s'est déplacée en vélo. Aujourd'hui, cette même population se déplace essentiellement en voiture. Le rêve du Chinois, c'est s'acheter une voiture très grande et avec un très grand coffre qui soit visible. Voilà. Et pouvoir donc aller à l'extérieur de Beijing. Donc les rêves d'une campagne, c'est un miroir flou. Donc qu'est-ce que ça donne cette population quand aujourd'hui cette concentration urbaine est en train de changer les paradigmes culturels face à la poussée, à la montée d'un miroir urbain qui est celui d'Occident, qui lui est en pleine décadence. C'est ça l'enjeu que nous avons pour les années à venir. Est-ce que nous sommes aujourd'hui à considérer que la ville c'est les champignons magiques dans lesquels la solution de nos problèmes vient par les technologies et les logiciels,
ou est-ce que nous sommes en capacité de construire des espaces de vie, des espaces de partage, des espaces en harmonie avec la nature, des espaces dans lesquels l'altruisme et l'empathie soient au cœur donc, du devenir. J'ai écrit un article, je vous invite à lire, qui est sur mon website, qui s'appelle « Dans 50 ans, quelle ville voudrons-nous » Et je disais, dans 50 ans, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une ville dans laquelle on est capable de respirer, on est capable de partager les espaces publics, on est capable également, avant tout, d'être en capacité de vivre ensemble avec nos concitoyens. Et la clé de ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie et l'altérité. Je pense que si, d'ici 50 ans, on n'a pas été capable de cultiver l'altérité et l'empathie, c'est un des domaines de recherche aujourd'hui les plus poussés. Je vous invite à lire les travaux autour de ce qu'on appelle donc, le neurone miroir, tout ce qui concerne donc, les réflexes empathiques par rapport à l'autre. Si cette démarche empathique n'est pas cultivée, à ce moment-là, dans nos villes, il ne fera pas bon vivre, parce que nous serons en situation de compétition, nous serons en situation de stress, nous serons basculés sur le côté anxiogène de la chose. Si nous voulons partager nos rêves, cette photo que j'avais prise il y a quelques jours à Abidjan en Afrique, dans lesquels ils ont réussi à passer, dans certaines villes aujourd'hui, du stade, je dirais, des tableaux avec des lacrés, à un usage intensif de la technologie. Il y a des centaines partout, le 4G, le 5G, les mobiles commerce, le e-commerce, les gens ont 2-3 téléphones, on fait des achats. Ça s'appelle donc au cash to goods, c'est-à-dire que les gens utilisent les téléphones à distance pour se fournir entre eux des colis pour aller à l'école, des cadeaux, etc. Il y a une démarche empathique qui est cultivée au travers de la technologie. Et donc, en partageant nos rêves, je pense que c'est le but, effectivement, de ce que nous voulons faire à 2050, mais on peut le faire aujourd'hui quand on change de l'angle de vie. Cette photo, je l'ai prise dans une des villes dans lesquelles, à ces mêmes endroits, il y avait le plus de morts au monde par jour. Il y en avait entre 50 et 80 cadavres qu'on sortait dans une charrette tous les matins. C'est la ville de Medellín, la ville qui, a 20 ans, était la ville la plus dangereuse au monde. Elle était prise par tous les cartels. Aujourd'hui, c'est une des villes dans lesquelles il fait le mieux vivre au monde. Parce qu'il a fallu 25 ans d'une activité socio-culturelle menée par la société civile avec des dirigeants, maires, philosophes, mathématiciens, société civile, qui ont créé un pacte pour l'innovation sociale, technologique et culturelle qui a pu transformer les biens vivants dans la ville. Ils sont hackés la technologie. Vous voyez là donc, le téléphérique qu'ils utilisent pour aller au ski. Là, c'est un moyen de transport, ça s'appelle le métro-câble, qui n'est pas seulement donc, un lieu de transport, c'est un lieu de vie, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance partout. Et chaque arrêt, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'inclusion sociale pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes. Il y a des écoles, etc. La culture, effectivement, ce n'est pas les casques, et d'être à plusieurs sur le mobilette, il y en a 3, mais c'est important aussi, puisque dans la ville, quelle qu'elle soit, à l'horizon dans lequel nous nous donnons, je l'ai dit toujours, et je le maintiens, c'est une de mes hypothèses de travail, nous n'aurons pas une uniformisation de le comportement urbain. La ville, elle n'existe que dans un contexte social, culturel, économique, politique, religieux. La ville, elle est propre à chaque endroit où nous sommes, elle est différente. Ce qui est vrai à Rio n'est pas vrai à Paris, et ce qui sera vrai à Tokyo ne sera pas vrai à Beijing. Donc c'est extrêmement important de considérer les côtés particuliers de chaque ville, la notion d'identité, la notion de territoire, la notion donc des capacités à vivre dans les lieux où nous sommes et à se projeter. Je dis pour finir, tout simplement, la vie en 50 ans va être profondément transformée par 4 révolutions majeures qui, à l'horizon 2050, auront totalement mûri et vont transformer les relations entre nous, notre corps, les territoires et l'espace de vie. La révolution numérique que nous vivons aujourd'hui, mais qui sera massivement ubiquitaire, donc grâce effectivement à cette connectivité qui sera au-delà des siliciums, nous serons dépassés l'âge des siliciums à ce moment-là. Les nanotechnologies qui vont bouleverser totalement la relation entre les matériaux et nous, la manière comme on construit, la manière comme on crée les objets, la manière comme on utilise les objets. La biotechnologie, puisque nous serons dans des sociétés qui ont beaucoup vieilli. À l'horizon 2030, 65% de la population française aura plus de 60 ans, nous sommes des populations vieillissantes. Aujourd'hui, à Tokyo, on vend plus de couches pour des seniors que pour des bébés. À l'horizon donc de 50 ans, cette courbe-là, elle est aussi
irréversible, donc nous serons dans des sociétés qui vieillissent. Donc le défi à 50 ans également, c'est un défi intergénérationnel, puisque nous vivrons donc avec des générations vieillissantes, mais également il y a un savoir-faire, un savoir de vie qu'il faut transmettre pour que les générations puissent exister ensemble. Et les révolutions cognitives, parce que notre manière de nous communiquer avec les ordinateurs, elle sera télépathique, nous aurons réussi à piloter des objets avec la pensée, nous aurons réussi à extraire de l'information à partir des impulsions cérébrales. Voilà, nous serons dans un univers donc, des transformations profondes de l'environnement cognitif et des assistants robotiques qui existent aujourd'hui. Nous aurons, comme au-delà des androïdes, nous aurons une génération, je ne l'appelle même pas Y, nous aurons une génération bêta ou au-delà, donc robotisée, qui fera partie de notre univers de tous les jours. Mais tout ça n'a de sens que si nous aurons changé les paradigmes social, culturel, pour que dans ces énormes métropoles, on puisse cultiver l'identité territoriale. Parce que quoi qu'il arrive, ça restera profondément lié à l'être humain, sa capacité adaptative par rapport à un territoire qui est un lieu de partage et un lieu de vie. Merci. Alors, garde le micro, parce qu'on va prendre quelques questions, mais moi ce que j'entends aussi beaucoup dans ce que tu nous racontes aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi la mort de l'État-nation. C'est-à-dire que si on va revenir un peu aux villes-États, comme il y avait Venise, des choses comme ça, est-ce que c'est vers ça qu'on va ? Tout à fait. Empire, nation, retour aux États, quoi. Tout à fait. Je suis profondément convaincu. J'ai discuté il y a pas longtemps avec un politologue américain qui s'appelle Benjamin Barbier, peut-être que vous connaissez, sinon je vous invite à le lire, B-R-A-B-I-E-R, qui a écrit un livre qui s'appelle « Si les mers gouvernaient le monde ». Et donc c'est vrai que moi j'ai m'inscrit à ces courants de pensée. C'est intéressant ça. Et Saskia Sassen, donc la sociologue américaine de Columbia, mais une citoyenne du monde, et elle a conceptualisé ce qu'on appelle les villes globales, les villes-mondes, et dans lesquelles on dit qu'aujourd'hui les villes ont des relations entre elles, des villes à villes, au-delà donc des États. Les jumelages entre villes, des choses comme ça. Voilà, donc il appelle ça les centres de régulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de liens entre Paris et San Francisco qu'entre Paris et Bordeaux ou Nice, indépendamment de la couleur politique. Il y a plus de liens entre San Francisco et Tel Aviv qu'entre San Francisco et Boston, puisqu'il y a tout un effet technologique entre la Silicon Valley et la vallée Tel Aviv-Haïfa, par exemple. Et ça amène donc effectivement à reconcevoir les rapports entre les États-nations qui sont soumis à des contraintes très fortes, ou même qui se ségrègent à beaucoup d'endroits du monde. C'est une réalité. Et je pense que ce concept de ville globale, des villes-mondes, est aujourd'hui déjà présent. Et c'est au XXIe siècle une des transformations majeures dans la manière comme nous allons institutionnellement nous positionner. Mais au-delà, la vie de nous tous, des citoyens, elle est beaucoup plus ancrée dans un territoire, je dirais, même mégalopolitain, que par rapport donc, au pays dans son ensemble. Des questions pour Carlos, alors, sur le futur de nos villes. Bonjour. Vous insistez beaucoup sur la place des métropoles, notamment dans une vision très mondialisée, qui concentre beaucoup de richesses, mais comment vous voyez le rôle de ce qu'on appelle les zones périurbaines et puis même les zones rurales dans cette mondialisation ? Est-ce que c'est des zones qui, selon vous, risquent d'être reléguées à un second plan, d'être exclues des richesses économiques, culturelles, technologiques ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des zones qui peuvent aussi profiter de l'apport des nouvelles technologies et des richesses à venir de la mondialisation ? Oui, tout à fait. C'était une excellente question. C'est vrai que j'ai orienté mon exposé sur... je dirais, le cœur de la problématique urbaine, qui sont la concentration autour des mégalopoles de la métropole et les mégalopoles. Et cette question me posait assez souvent, le rôle de la périurbanité, on va dire, ou la ruralité. Moi, je préfère parler plutôt des suburbanités plus que des périurbanités. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois éléments différents. Bon, d'abord, la suburbanité, en fait, on l'appelle périurbanité. Beaucoup de monde l'appelle la périurbanité parce qu'on considère qu'il y a une urbanité et autour, il y a une périphérie qui, elle, est donc pas la même, mais connexe, on va dire. Moi, je préfère parler des suburbanités parce que si on se projette à 50 ans, la seule manière pour que tous ces grands mégalopoles puissent survivre, c'est de pouvoir développer ce que j'appelle une ville polymorphique pour le fonctionnel maillé. Alors, j'ai traduit ça. Une ville polymorphique, c'est-à-dire que la ville, elle va engendrer
des zones territoriales dans lesquelles il y aura une appartenance à cet ensemble, mais chacune va porter en elle-même, je dirais, la morphologie, la topologie et les fonctionnalités de la ville. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, quand je cite des villes polymorphiques comme Bristol, qui est une ville moyenne, mais qui a développé ces concepts-là, c'est-à-dire que si je me pose à un endroit de la ville, avec un compas, j'ai fait un rayon de 5 km, je dois avoir tout ce qu'il faut pour que je sois heureux. Voilà. Donc, c'est cette notion-là qui permet de créer des espèces de cercles concentriques, de ce qu'on appelle donc un indice de bonheur de vie. Et ces polymorphismes nous permettraient de vivre des très grandes concentrations, tout en ayant donc, à sa portée tout ce qui est fonctionnellement nécessaire pour bien vivre. Donc, la suburbanité, pour moi, je pense qu'il faut aller dans cette démarche dans laquelle cette périurbanité peut disparaître, c'est-à-dire qu'on puisse assurer une continuité au niveau des fonctions. Puisque on appelait en France la périurbanité quand on avait entre Paris et Évry 20 km, et entre les deux, il y en avait peut-être 10 km ou 15 km qui n'étaient pas construits. Si on se projette à 50 ans, ça ne sera pas le cas. Ça sera, je dirais, un peu urbanisé, mais suburbanisé. Mais c'est les mégapoles, c'est-à-dire que la mégapole englobera tous les quartiers autour de Paris et que chaque quartier aura une utilité dans la fonction de la ville. Voilà, je pense qu'il faut repenser les systèmes urbains pour effectivement avoir cet accès fonctionnel. On appelle ça la ville multipolaire. Voilà, ce qu'on appelle ça la ville multipolaire. Mais les campagnes, des alors, espaces de vie. Ou les villes plus petites. Alors, les campagnes. Donc, pour ce qui concerne les campagnes, oui, c'est une question essentielle concernant la relation entre l'homme et la nature. Parce que la question se pose aussi, où est-ce qu'on va produire, d'où vont venir les tomates, comment je vais avoir du lait le matin, est-ce que le fromage sera frais, est-ce que le fromage c'est pas frais, etc. Donc la réalité, d'une manière, moi je suis né dans un continent qui est l'Amérique latine, je suis arrivé en France il y a 36 ans, c'est un continent que j'arpente de manière régulière, je connais aussi bien l'Asie, et c'est vrai qu'il y a 36 ans, on avait une économie essentiellement agricole. Je parle d'il y a 36 ans, 40 ans quand j'ai quitté le pays. L'économie était essentiellement agricole. Aujourd'hui, c'est une économie essentiellement donc, industrialisée, financiarisée, donc très servicielle. Et la problématique des campagnes est tout à fait réelle. C'est-à-dire qu'il y a eu une désaffection par l'attractivité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut consacrer des efforts et de l'argent pour ce que j'appelle retenir, fixer un environnement donc des petites villes qui puissent échapper à la grande métropolisation, à la grande mégalopolisation. Mais il y a quand même un combat, c'est un combat très difficile, parce que les politiques urbaines, l'inertie, ce qu'on appelle la cinématique urbaine, il faut se dire, c'est une cinématique des 20 ans. C'est-à-dire que là, quand nous parlons aujourd'hui, en 2015, d'une transformation urbaine, on en prend pour 20 ans. C'est-à-dire quand on dit, voilà, pour ça j'ai donné l'exemple de Medellín, qu'il y a 20 ans, c'était l'empire de la drogue, c'était l'argent facile, il y avait des morts partout, l'économie était basée essentiellement sur le dollar illégal issu du trafic, etc. C'est une économie, voilà, on peut le modéliser sur... Ils ont mis 20 ans pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Donc il faut se dire que tous les changements profonds qu'on établit à une échelle urbaine, c'est 20 ans. Quand vous dites, comme à Rio par exemple, il y a peu de temps, on va faire péter toutes les autoroutes qui longent le bord de la mer pour ne plus avoir les voitures qui passent bord de la mer, pour ne plus avoir donc, cette concentration urbaine qui pollue, etc., et obliger les gens donc, à utiliser d'autres modes de transport. Ça a été fait, etc. Mais c'est des autoroutes qui avaient été construites donc, sur un délai de 10, 15 ans, 20 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut fixer une démarche par rapport aux petites villes, il y a un effort à porter aujourd'hui. Mais on aura aussi un problème démographique. C'est-à-dire que si on a une population qui est vieillissante et qu'on a moins en moins de gens, on aura moins en moins de gens pour fixer ces zones en dehors de ces grandes mégalopoles. Les problématiques qui se posent. En fait, je pense qu'on ne peut pas analyser de manière globale. C'est vraiment par continent. Ce que j'ai dit souvent, c'est par continent. C'est-à-dire que quand on prend le cas du continent européen, le continent européen, c'est aujourd'hui... C'est 600 millions d'habitants qui habitent aujourd'hui essentiellement sur des grandes villes. Donc en France, sur les 58 millions d'habitants, on va dire, on a globalement 4/5 d'habitants sur 1/5 du territoire. C'est à peu près. Hein. Donc les études qu'on a pu faire, il faut se donner, avoir à l'esprit que les rayons moyens d'attractivité des métropoles
par rapport à ses habitants, c'est une centaine de kilomètres. Ce qui se passe à Paris impacte une centaine de kilomètres, on est en train de parler de Nemours, on va dire. C'est-à-dire, on est déjà quasiment en région centre. Voilà. Ça l'impacte comment? Ça l'impacte parce que les gens viennent travailler, parce que les gens viennent aux espaces culturels, parce que les gens viennent aux espaces des promenades. Voyez, donc ça, c'est une réalité aujourd'hui liée à l'esprit humain. Donc j'ai dit, tant qu'on n'arrive pas à créer des environnements locaux dans lesquels on dit l'impact, ce n'est pas 5 km mais 50, mais aujourd'hui, c'est une courbe qui, effectivement, elle était réversible. La difficulté qu'il y en a quand on se transpose sur des continents comme l'Asie, l'Amérique latine, c'est que si je prends le cas d'une grande ville comme Bogota ou une ville comme Hyderabad, là c'est une ville de l'Inde ou New Delhi, vous allez avoir sur les 10 millions d'habitants, vous allez avoir 5 millions d'habitants qui déjà n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'assainissement, etc. Et si vous déportez de 200 km, les paysans qui sont dans ces territoires-là, c'est encore pire, parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont vraiment extrêmement difficiles. Médiéval, presque. Ouais. Pratiquement médiéval. J'ai visité ces lieux-là et vous avez des gens qui tissent avec les doigts et qui filent le coton pour Carlos, faire... Prenons une autre question aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Carlos? Au sujet des mouvements de population, donc aujourd'hui on est en plein dedans avec des migrants politiques. On aura demain des réfugiés aussi essentiellement écologiques. Est-ce que ça va... Voilà, vous parliez d'une importance de s'adapter au territoire urbain dans lequel on arrive. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'on va redessiner des territoires? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du co-vivre ensemble si jamais ces populations nouvelles n'arrivent pas à cohabiter ou simplement à s'adapter à leur nouvel environnement? Demain, vous parliez de le petit cercle, je me souviens, où on concentre beaucoup de populations. Qu'est-ce qui se passera demain si ces gens-là ont besoin, pour X raisons, qualité de l'air, manque d'eau, voilà, plein de raisons aussi économiques, de bouger et qu'on a des problèmes pour les accueillir et les faire vivre ailleurs? En fait, c'est plus grave que votre question et remarque est pertinente. Hein. J'avais un slide au propos que je ne sais pas, je peux le passer, mais effectivement, j'ai parlé. Il y a la courbe sur le climat, donc que j'ai montré à l'horizon des 100 ans, avec les 50 prochaines années. Il est vrai qu'aujourd'hui, si rien n'est fait de manière extrêmement sérieuse, nous allons donc sur 5 problèmes majeurs qui sont liés au déplacement climatique. Il y a effectivement le déplacé climatique, mais c'est déjà le cas. Hein. Il faut savoir que l'année dernière, en 2014, il y a eu plus de déplacés climatiques que de déplacés pour des faits de guerre, déjà, pour commencer. Nous avons aussi une autre problématique qui est les nouvelles maladies urbaines. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, en France, par exemple, donc le moustique tigre, il est déjà tropicalisé, en fait, il est déjà dans le sud de la France, par exemple. Donc il y a une nouvelle maladie urbaine. Il y a également les problèmes de la montée des eaux, les problèmes côtiers qui vont avec. Il y a effectivement les problèmes les problèmes de catastrophes naturelles, les tornades, en fait tous les effets climatiques qui sont beaucoup plus fréquents. C'est pas qu'ils soient beaucoup plus fréquents, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts. Donc un ouragan avant c'était 20 km des rayons, aujourd'hui c'est 5 fois plus, c'est une centaine de kilomètres. Ce n'est pas qu'il y en a un tous les jours, ça regarde donc une certaine régularité, je dirais sans en avoir plus, mais c'est beaucoup plus violent. Donc en fait, votre question sur le changement climatique, il faut l'avoir à l'aune de ces 5 éléments. Nous assistons effectivement à une problématique des réfugiés de plus en plus importante climatique, notamment des zones côtières. Mais nous allons assister également à un impact sur les populations, y compris européennes, face aux rigueurs du climat. Rien ne vous dit que demain, c'est nous-mêmes qui serons en situation d'être nous-mêmes à partir, à migrer, parce que nous ne pourrons pas vivre correctement là où nous sommes. Rien n'est dit. J'ai fait un talk à Marseille, donc au vendredi. Rien n'est dit que c'est les Marseillais ou que c'est les gens qui sont sur des régions côtières à Nantes qui seront en situation de eux-mêmes être en situation de déplacer. On se souvient donc la tempête qu'il y a eu sur Nantes, il y a eu des morts, toutes les problématiques qui se sont posées, etc. Donc je dirais, à l'échelle, c'est une hypothèse que je porte au niveau international, je dis à l'échelle de la population mondiale, il n'y a pas que le réfugié climatique du sud vers le nord, c'est un problème qui concerne aussi bien le nord que le sud, que l'est et l'ouest. C'est un problème mondial. C'est un problème, pour ça que j'insiste beaucoup, c'est un problème de résilience. Pour ça que je disais que pour moi, à l'échelle de 2050, il y a
l'empathie, l'altérité et la résilience. Ce sont les 3 éléments majeurs. Si on n'est pas empathique, on ne peut pas se mettre donc à la place de l'autre avec cette notion de traverser par l'altérité et de comprendre sa détresse, son bonheur, et ses valeurs, sa différence, également sa diversité, puisque nous sommes dans un monde qui gardera cette diversité quoi qu'il arrive. On n'aura pas... on ne pourra pas vivre à la peur de l'autre. Aujourd'hui, c'est une des problématiques les plus fortes que nous avons en France aujourd'hui, la montée des extrémismes par rapport à la peur de l'autre. Mais également donc, la résilience, parce que la résilience, elle traverse nos modes de vie. C'est-à-dire que quand le Nord-des-Landes a été privé pendant une semaine d'électricité, c'est l'équivalent de l'Union européenne, 600 millions de personnes. Pourquoi ? Le Nord-des-Landes, c'est là où vient le Premier ministre actuel, c'est un territoire extrêmement moderne, extrêmement technologique, il y a un niveau de vie plutôt élevé. Donc c'est les niveaux occidentalisés de la zone du Nord où les gens ont des appareils de partout, il y a des ordinateurs, des frigos, des congélateurs, de l'air conditionné, il y a la totale. Il y a eu de telles sollicitations qu'en fait l'ensemble du réseau haute tension du Nord-des-Landes a explosé, laissant 6 millions de personnes sans électricité pendant une semaine pleine. J'ai des photos extraordinaires autour de ça. Ça fait un bon docu, ça. Voilà, absolument. J'ai des photos extraordinaires Et donc, c'est là où j'ai dit, ça n'arrive pas que dans ces secteurs-là. Mais ça va enfin, de toute manière, il faut qu'on se prépare tous à vivre des choses. Moi, ce que je trouvais très intéressant dans la conclusion, là, c'était le problème de Nantes, Marseille, mais aussi si on regarde toutes les grandes villes qui sont sur le littoral, New York, Shanghai, Dakar. Là, il risque d'y avoir pas mal de réfugiés climatiques où il faudra trouver de nouvelles solutions pour le futur. Tout à fait. Carlos, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on a et je sais que vous devez partir aussi, donc je ne vais pas vous Merci beaucoup, garder Diego. plus longtemps. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Merci beaucoup.